Partie 2. La nature de l'environnement de trading d'un point de vue psychologique. Dans les chapitres 1 et 2, le matériel présenté a esquissé certaines des difficultés du commerce. Dans les 6 chapitres suivants, je vais être beaucoup plus spécifique en expliquant les caractéristiques de l'environnement du marché du point de vue psychologique du trader individuel. De ce point de vue, il vous deviendra clair comment l'environnement du marché est très différent de l'environnement culturel dans lequel vous avez appris à fonctionner. Cela vous confrontera à des défis psychologiques très inhabituels. Mon objectif principal est que vous compreniez clairement pourquoi tout degré de succès en tant que trader est si insaisissable, atteint par si peu, et pourquoi vous pourriez avoir besoin de changer certaines attitudes et croyances culturelles profondément ancrées pour fonctionner avec succès dans l'environnement de trading. Chapitre 3. Le marché est toujours juste. Si tout le commerce s'arrêtait à un prix particulier, que représenterait ce dernier prix affiché ? Au niveau le plus fondamental, ce dernier prix représenterait la croyance consensuelle sur la valeur, par rapport à l'avenir, de tous les traders qui sont sur le marché à ce moment-là. Le prix actuel est un reflet direct des croyances de tous les traders qui choisissent d'agir comme une force sur les prix en effectuant une transaction. Donc, lorsqu'il y a 2 traders, l'un voulant acheter et l'autre voulant vendre à un prix et le faisant, ils ont effectué une transaction, et ils ont également créé un marché. Tout ce qui est nécessaire pour rendre le marché juste, ce sont 2 traders prêts à échanger à un prix. Peu importe les critères qu'ils ont utilisés pour déterminer la valeur, combien cela est rationnel, irrationnel, significatif ou insignifiant selon votre système de croyance ou celui de quiconque. Si 2 traders sont prêts à exprimer leur croyance en la valeur future en effectuant une transaction, ils ont créé un marché. À moins que la transaction ne puisse être annulée, elle doit être juste en vertu du fait qu'elle a été réalisée. Ce que vous vouliez, pensiez, croyez ou attendiez n'a aucune conséquence dans l'ensemble des choses, à moins que vous ne puissiez échanger avec suffisamment de volume pour contrôler le marché et faire bouger les prix dans la direction que vous jugez correcte. Pour ce faire, vous devriez personnellement représenter une force d'achat ou de vente suffisamment forte pour absorber tout l'achat ou la vente opposée représentée par les traders qui ne sont pas d'accord avec vous, à un moment donné, avec suffisamment de pouvoir financier restant pour enchérir ou offrir le prix où vous voulez qu'il soit pour un observateur du comportement du marché. Chaque transaction effectuée et le type de mouvement qu'elle crée dans les prix peuvent vous dire quelque chose sur la cohérence du marché et le potentiel de mouvement dans une direction. Si vous pouvez discerner la signification et mettre cette signification dans un cadre définissant l'opportunité. Le mouvement des prix crée des opportunités d'acheter bas et de vendre haut, ou vice-versa, si vous pouvez percevoir ce qui est susceptible d'être haut et bas par rapport à un certain point dans le futur. Le mouvement dans une direction donnée est équivalente à la quantité de force qui est appliquée pour créer ce mouvement. Par exemple, si les prix ont pénétré des niveaux historiques bas, le fait que vous ayez pu croire qu'ils ne le feraient pas est sans importance, à moins que vous ne puissiez personnellement trader avec suffisamment de volume pour faire remonter le prix au-dessus de l'ancien bas. Vous devez considérer que pour que les prix aient pénétré des niveaux historiques bas, il doit y avoir eu plus de traders qui croyaient que le prix actuel était au-dessus de ce qu'ils considéraient comme de la valeur, au moins suffisamment pour qu'ils croyaient que le niveau historique bas était une opportunité de vente où ils n'auraient pas vendu. Pour que les prix continuent à descendre, cela indiquerait qu'il y a plus de traders prêts à agir sur leurs croyances que les prix sont élevés et, par conséquent, à vendre que de traders prêts à acheter à ces prix. Ce que vous croyez à propos de la valeur et vos raisons de le croire peuvent être de la plus haute qualité, mais si le marché ne partage pas votre croyance, peu importe à quel point vous êtes juste basé sur votre processus de raisonnement supérieur ou ce que vous croyez être la qualité de votre information, car les prix vont aller dans la direction de la plus grande force. Le point ici est que le juste et le faux, comme vous pourriez traditionnellement les penser, n'existent pas dans l'environnement du marché. Les diplômes académiques, les réputations, même un QI élevé ne vous rendent pas juste dans cet environnement comme ils le feraient dans la société. Les traders, agissant sur leurs croyances dans l'avenir en effectuant une transaction, sont la seule force qui peut agir sur les prix pour les faire bouger. Le mouvement crée une opportunité de gagner de l'argent, et gagner de l'argent est dont le trading parle. Cela est également vrai pour le hedger qui trade pour protéger la valeur de ses actifs. Chaque trader individuel définira quelles conditions de marché représentent suffisamment d'opportunités pour effectuer une transaction pour quelque raison que ce soit qui lui convient. Peu importe à quel point vous pensez qu'il peut avoir tort. Si le résultat net des actions collectives de tous les traders participants fait bouger les prix contre votre position, alors ils ont raison et c'est vous qui perdez de l'argent. Le marché n'a jamais tort dans ce qu'il fait. Il est juste. Par conséquent, vous,
En tant que trader individuel interagissant avec le marché, d'abord en tant qu'observateur pour percevoir l'opportunité, puis en tant que participant exécutant une transaction, contribuant au comportement global du marché, devez confronter un environnement où vous seul pouvez avoir tort, et ce n'est jamais l'inverse. En tant que trader, vous devez décider ce qui est le plus important, avoir raison ou gagner de l'argent, car les deux ne sont pas toujours compatibles ou cohérents l'un avec l'autre. Chapitre 4. Il y a un potentiel illimité de profits et de pertes. La manière la plus efficace d'illustrer l'illimité de l'environnement de marché est de le comparer au jeu. Avec n'importe quel jeu de hasard, vous saurez toujours exactement combien vous pouvez gagner ou perdre chaque fois que vous jouez. Vous décidez exactement combien vous voulez parier, vous savez exactement combien vous pouvez gagner ainsi que perdre, et vous pouvez même connaître les cotes mathématiques de chaque possibilité. Ce n'est pas le cas dans l'environnement de marché. Dans un commerce particulier, vous ne savez jamais vraiment jusqu'où les prix vont voyager à partir d'un point donné. Si vous ne savez jamais vraiment où le marché peut s'arrêter, il est très facile de croire qu'il n'y a pas de limite à combien vous pouvez gagner sur un commerce donné. D'un point de vue psychologique, cette caractéristique vous permettra de vous adonner à l'illusion que chaque commerce a le potentiel de réaliser votre rêve le plus fou d'indépendance financière. Basé sur la constance des participants du marché et leur potentiel à agir comme une force suffisamment grande pour faire bouger les prix dans votre direction, la possibilité de voir vos rêves réalisés peut même ne pas exister de manière éloignée. Cependant, si vous croyez que c'est le cas, alors vous aurez tendance à rassembler uniquement le type d'informations de marché qui confirment et renforcent votre croyance, tout en niant des informations vitales qui pourraient vous dire que la meilleure opportunité est dans la direction opposée. Si vous êtes dans un commerce perdant, le marché pourrait s'éloigner de plus en plus de votre point d'entrée, augmentant votre perte potentielle au fur et à mesure. Pendant que cela se produit, cependant, vous pourriez seulement être capable de imaginer le revenir en votre faveur, au lieu de confronter la possibilité que le marché continue contre votre position. Ce type de processus de pensée continuera jusqu'à ce que l'ampleur même de la perte vous submerge, et la possibilité que la perte augmente est soudainement plus pertinente que la possibilité que le marché revienne. Vous quittez finalement le trade sans jamais avoir l'intention ou jamais imaginer que vous auriez pu vous permettre de subir une perte aussi importante. D'un point de vue psychologique, la possibilité de profits illimités, de bonheur, de pouvoir, et ainsi de suite, peu importe ce que cela signifie pour vous lorsque vous imaginez gagner tout l'argent que vous avez toujours voulu gagner, peut être extrêmement dangereux. La possibilité peut en fait exister, mais à quel point elle est réaliste dans un trade donné, est une autre question. Il y a plusieurs facteurs psychologiques qui entrent en jeu pour être capable d'évaluer avec précision le potentiel de mouvement du marché dans une direction donnée. L'un d'eux est de vous libérer de la notion que chaque trade a le potentiel de réaliser tous vos rêves. Au minimum, cette illusion sera un obstacle majeur vous empêchant d'apprendre à percevoir l'action du marché d'un point de vue objectif. Sinon, si vous filtrez continuellement les informations du marché de manière à confirmer cette croyance, apprendre à être objectif ne sera pas une préoccupation car vous n'aurez probablement plus d'argent à trader. Chapitre 5. Les prix sont en mouvement perpétuel sans début ni fin défini. Les marchés sont toujours en mouvement. Ils ne s'arrêtent jamais, ils font seulement une pause. Tant qu'il y a des traders qui, pour quelque raison que ce soit, sont prêts à acheter plus cher que le dernier prix et, par conséquent, à faire monter le prix, ou des traders prêts à vendre pour moins que le dernier prix et à offrir le marché plus bas, les prix resteront en mouvement perpétuel. Même lorsque les marchés sont fermés, les prix sont théoriquement en mouvement. Par exemple, le prix auquel les traders peuvent être prêts à acheter ou à vendre à l'ouverture le lendemain n'a pas à être au niveau de prix auquel le marché a fermé la veille. Ce que l'on considère généralement comme 3 décisions simples d'entrée, de maintenir ou de liquider un trade devient un processus perpétuel de décision sur combien est suffisant tant du point de vue du profit que de la perte. Si vous êtes dans un trade rentable, y a-t-il jamais assez? La cupidité découle d'une croyance qu'il n'y a jamais assez ou qu'il n'y en aura pas assez. Dans un environnement illimité qui est en mouvement perpétuel, n'y a-t-il pas toujours la possibilité d'en obtenir plus? L'appétit de la véritable cupidité ne peut jamais être satisfait. Il laissera toujours les cupides avec un sentiment de manque, peu importe combien ils ont acquis. Si vous êtes dans un trade perdant, vous ne voudrez pas qu'il existe car il représente un échec, donc vous pouvez simplement agir comme s'il n'existait pas, en vous convainquant que vous êtes dans un trade gagnant qui n'a pas encore tourné en votre faveur. La question du combien est suffisant peut être répondue de manière infinie par rapport à vos croyances sur la valeur de l'argent, à ce dont vous en avez besoin, à son importance, si vous pouvez vraiment le risquer,
à quel point vous vous sentez en sécurité, et ce qui est suffisant aujourd'hui peut ne pas être suffisant demain à cause d'autres facteurs dans votre vie. Toutes des questions relatives qui n'ont pas de réponse définitive et changent avec les conditions environnementales changeantes. Être confronté à ces problèmes personnels en tant que trader ne fera que contaminer vos observations du mouvement du marché car ils n'ont rien à voir avec la direction du marché et le potentiel ou le manque de potentiel de tout mouvement de marché particulier. C'est pourquoi les traders à succès ont toujours déclaré avec emphase, ne tradez qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, signifiant de l'argent qui a peu ou pas de valeur dans votre vie. Moins l'argent a de signification, moins il y a de potentiel pour que vos problèmes personnels de combien est suffisant contaminent votre perception du mouvement du marché. Ainsi, si vous le permettez, le marché peut toujours vous tenter de penser qu'il peut y avoir plus à gagner dans un trade gagnant et toujours vous donner quelque chose à quoi vous accrocher pour justifier votre espoir qu'il reviendra et vous rendra entier, si vous êtes dans un trade perdant. Céder à l'une ou l'autre de ces tentations vous expose à la possibilité de conséquences très négatives et douloureuses. L'environnement du marché est également non structuré de telle manière que, d'un point de vue psychologique, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Ce que je veux dire par cette déclaration est que du point de vue du trader individuel, le jeu ne commence que lorsque vous décidez d'entrer et ne se termine que lorsque vous décidez de sortir, indépendamment des ouvertures et fermetures du marché. Vous avez la liberté de structurer le jeu dans votre esprit de la manière qui vous plaît. Vous pouvez entrer quand vous le souhaitez pour toutes les raisons qui sont suffisamment bonnes pour justifier vos actions. Vous pouvez sortir quand vous le souhaitez. En fait, le jeu ne se termine que lorsque vous avez décidé que vous en avez assez et que vous prenez l'action appropriée pour y mettre fin. Les implications psychologiques pour l'individu confronté à ces conditions sont stupéfiantes. Entrer dans un trade impliquera toutes vos croyances sur l'opportunité par rapport au risque, le fait de manquer quelque chose, le besoin d'une chaussure, et de ne pas avoir tort. Sortir d'un trade impliquera toutes vos croyances sur la perte, la cupidité, l'échec, et le contrôle. Compte tenu du potentiel illimité de profit, entrer sur le marché sera beaucoup plus facile pour la plupart des traders que de sortir. Cela est dû au fait que sortir du trade nécessitera que vous confrontiez vos croyances sur la cupidité, la perte, et l'échec par rapport à la tentation constante de la possibilité de profits illimités. Ces problèmes psychologiques individuels sont complètement indépendants de l'action objective du marché. Et encore plus significatif, comme je l'expliquerai dans la partie I, vos croyances sur la perte, le fait d'avoir tort, l'échec, et le contrôle fonctionneront indépendamment de votre intention consciente. Par exemple, pensez à la dernière fois où vous avez perçu une opportunité de profit et la peur d'avoir tort, ou de perdre, et ainsi de suite, vous a immobilisé, vous empêchant de réaliser le trade. Dans la mesure où ces problèmes existent comme un composant de votre environnement mental, ils détermineront l'effet qu'ils ont sur votre perception de l'activité du marché, les décisions que vous prenez et votre capacité à agir sur ce que vous décidez. Cependant, l'un des facteurs les plus significatifs et potentiellement dommageables liés à cette caractéristique de l'environnement de marché sans début ni fin est qu'il vous permet d'être un perdant passif. La meilleure façon d'illustrer ce concept est de comparer les marchés avec toute forme de jeu de hasard. Par exemple, avec le blackjack, les courses de chevaux ou les dés, le joueur doit faire un choix conscient de jouer et décider avant l'événement exactement combien il va parier. L'événement commence et se termine selon les règles du jeu, et le risque de perte est limité à la taille de la mise. Chaque nouvel événement est un nouveau départ, où les chances de gagner peuvent être déterminées par des probabilités mathématiques et les règles du jeu retirent automatiquement le joueur après chaque événement. Lorsque le jeu se termine, le joueur sait exactement quel est le résultat et doit ensuite prendre une décision consciente de participer à nouveau. Par conséquent, la structure du jeu oblige le joueur à être un perdant actif. Se soumettre à la possibilité de perdre plus d'argent qu'il n'en a déjà perdu nécessite qu'il place une mise pour un montant spécifié. Il doit participer activement pour perdre et ne rien faire pour arrêter de perdre. Évidemment, si le joueur ne fait rien, il ne soumettra pas ses actifs à la possibilité de perte. Si le joueur perd constamment, il devra confronter ses croyances sur la perte et l'échec pour arrêter de jouer complètement. Cela pourrait être difficile car il peut toujours rationaliser que, en fonction des cotes, il est destiné à gagner finalement et qu'il peut toujours quitter après le prochain jeu. Mais il n'a pas besoin de sa propre structure mentale pour mettre fin à un jeu particulier car c'est automatique. Cela est très différent de l'environnement de marché où vous pouvez être un perdant passif. Une fois que vous avez ouvert une position, vous devez participer activement pour mettre fin à vos pertes. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour continuer à perdre,
et le marché pourrait aller à l'encontre de votre position indéfiniment. Si pour une raison quelconque vous choisissez de ne pas agir ou ne pouvez pas agir, vous pourriez perdre tout ce que vous possédez et plus. En fonction de la taille de votre position et de la volatilité du marché, cela pourrait se produire très rapidement. Le seul moyen de sortir est de confronter vos problèmes personnels concernant la cupidité, la perte et l'échec. Quel problème spécifique ou combinaison de ceux-ci entre en jeu dans chaque transaction dépendra de si vous êtes dans une position gagnante ou perdante. Puisque nous semblons tous instinctivement éviter de confronter tout problème qui pourrait causer de la douleur, comme sortir d'une position gagnante trop tôt ou devoir admettre que nous avions tort de sortir d'une position perdante, le moyen le plus simple de sortir d'une situation comme celle-ci est de nous convaincre que nous sommes dans une position gagnante qui ne finira jamais ou de rassembler toutes les preuves possibles pour suggérer que nous ne sommes vraiment pas dans une position perdante. Par conséquent, dans les deux cas, nous n'aurons aucune raison de confronter les forces à l'intérieur de nous qui nous empêchent de percevoir objectivement ce que le marché nous dit sur les possibilités et le potentiel de profit à tout moment donné. Les marchés rendent extrêmement facile pour vous de ne pas avoir à confronter ces très difficiles problèmes psychologiques. Par exemple, si vous concentrez votre attention sur le mouvement des prix au niveau tick par tick, le marché peut graphiquement afficher des milliards de combinaisons de caractéristiques de comportement et de motifs de prix pour passer d'un point à l'autre. Il est très facile d'utiliser ce type d'information pour soutenir toute croyance, rationalisation, justification, distorsion ou illusion que vous avez besoin de vouloir avoir sur où cela va dans le futur. La plupart des traders tenteront de simplifier le mouvement des prix en pensant que le prix ne peut faire que trois choses: monter, descendre ou rester essentiellement le même. Certains traders peuvent même porter cette logique déformée, au point de croire qu'il y a une probabilité de 50/50e de succès dans n'importe quel trade donné. Cela, bien sûr, ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Par exemple, disons que les prix sont restés dans une plage de trading de 10 ticks pendant toute une session de trading. Si vous tenez compte de chaque tick, combien de motifs de prix est-il possible pour le marché d'afficher en passant du haut vers le bas de la plage puis de retour? Je ne suis pas statisticien, mais je suis sûr que c'est au moins des millions. Pour illustrer cela un peu plus, si le point A est le bas de la plage, les prix auraient pu changer en montant d'un tick, en descendant de 2, en montant d'un, en descendant de 3, en montant de 2, en descendant d'un, en montant d'un, en descendant de 2, en montant de 3, en descendant d'un, en montant de 2, en descendant d'un, en montant d'un, en descendant d'un, en montant de 2, en descendant d'un, en montant de 3, en descendant d'un, en montant de 2, en descendant d'un, en montant de 3, en descendant d'un, en montant d'un, en descendant d'un, en montant de 2, en descendant d'un, en montant de 3 jusqu'au point B, 10 ticks au-dessus du point A. C'est évidemment une version très abrégée de la façon dont les prix se déplacent habituellement, mais cela représente un motif parmi des millions de combinaisons de motifs possibles, et chaque motif que vous identifiez peut se répéter à un moment donné dans le futur. Si vous êtes un acheteur au point A, quelles sont les chances que le prix reste au-dessus de votre point d'entrée? Quelles sont les chances que le prix soit au-dessus ou significativement au-dessus de votre point d'entrée demain ou le lendemain sans être d'abord descendu en dessous de votre point d'entrée, de 2 ticks, 5 ticks ou 10 ticks, avant de remonter à nouveau au-dessus de votre point d'entrée? Une fois que les prix descendent en dessous de votre point d'entrée, quelles sont les chances qu'ils ne remontent jamais au-dessus de votre point d'entrée? Quelles sont les chances qu'ils ne descendent jamais en dessous? Pour répondre à ces questions, vous devriez en savoir beaucoup sur la constance du marché et son potentiel à se comporter de certaines manières. Dans tous les cas, par rapport à la disposition émotionnelle de la plupart des traders à faire face à ce type de mouvement et dans le contexte que la plupart des gens considèrent comme des cotes de 50/50e, cela ne s'applique définitivement pas sur les marchés. Pour illustrer un autre point, si vous vous êtes positionné à découvert à mi-chemin entre les points A et B, quel ticks auriez-vous tendance à accorder plus de poids en termes d'informations sur le marché? Les ticks à la baisse naturellement. Ils confirment ce que vous croyez et les ticks à la hausse ne le font pas. Pourtant, chacun en relation l'un avec l'autre peut vous dire quelque chose sur la constance du marché et son potentiel à se déplacer dans n'importe quelle direction donnée. Comment pouvez-vous commencer à évaluer ce potentiel avec précision si vous accordez une plus grande signification spécifiquement à l'information qui confirme ce que vous voulez ou croire? En effet, vous utiliseriez les informations pour convenir à vos espoirs, rêves, souhaits et désirs au lieu de les percevoir d'une manière qui évalue le potentiel réel du marché de faire l'un des éléments ci-dessus. Ainsi, ce que vous avez dans l'environnement du marché est une combinaison mortelle du marché vous forçant à confronter des problèmes personnels difficiles pour survivre,
un événement qui produit des informations sous une grande variété de formes pouvant être utilisées pour soutenir toute illusion, distorsion ou attente, rendant donc facile d'éviter de confronter ces problèmes potentiellement douloureux. De plus, l'événement continue jusqu'à ce que vous acceptiez ce qui est en vous pour y mettre fin. À moins que votre société de courtage ne liquide votre position, vous êtes le seul à pouvoir l'arrêter. Parmi de nombreux autres facteurs, pour devenir un trader constamment réussi, votre objectif doit être d'apprendre à laisser le marché vous dire ce qu'il peut faire ensuite et combien est suffisant. C'est extrêmement difficile lorsque vous considérez qu'il n'y a absolument aucune relation entre ce que le marché peut faire ensuite et votre système de croyances personnelles sur ce que cela signifie de perdre, ce que cela signifie d'avoir tort, la cupidité et la vengeance. Je peux anticiper que beaucoup de lecteurs se disent « Je peux comprendre la perte, avoir tort et les problèmes de cupidité, mais où la vengeance entre-t-elle en jeu ?» Cela peut être illustré au mieux en revenant à l'exemple du jeu de hasard. Dans un jeu de hasard, vous ne pouvez perdre que ce que vous décidez de risquer. Vous pariez l'argent et il est difficile de ne pas accepter la responsabilité de toute perte. En tant que trader, cependant, vous pourriez facilement perdre bien plus que ce que vous aviez l'intention de risquer, en raison de votre incapacité à percevoir le possible ou de votre incapacité à exécuter une transaction pour sortir de votre position, ou d'une combinaison des deux. Vous avez peut-être été prêt à assumer la responsabilité de ce que vous aviez initialement l'intention de risquer sur une transaction. Cependant, il pourrait ne pas être si facile d'assumer la responsabilité de perdre plus que ce que vous aviez l'intention de risquer. C'est là que le facteur de vengeance entre en jeu. Si vous ne prenez pas la responsabilité de ce que vous avez perdu, alors qui ou quoi pouvez-vous blâmer? Les marchés, bien sûr. Les marchés ont pris votre argent. Si les marchés vous ont pris plus que ce que vous aviez initialement l'intention de risquer, alors vous vous sentirez probablement obligé de le récupérer. Par exemple, un profit de 10 ticks est-il suffisant dans la transaction dans laquelle vous êtes actuellement si vous avez perdu 20 dans la dernière transaction? Le marché peut donner à l'observateur objectif une indication très claire que là où le prix est maintenant est tout ce qui reste dans le mouvement et la probabilité la plus élevée de succès est de prendre des bénéfices maintenant. Si vous avez perdu 20 ticks dans la dernière transaction et que vous n'aviez l'intention de risquer que 5 et que le marché vous offre maintenant 10, allez-vous le prendre? Si vous croyez en récupérer, 10 ne suffira pas peu importe ce que le marché fait ou vous dit. Vous aurez besoin d'au moins 15 et de préférence 20 pour vous rendre entier. Votre dernière transaction n'a évidemment rien à voir avec le potentiel qui existe dans le marché à tout moment donné. Quand vous vous sentez obligé de revenir, cela vous met dans une relation d'adversaire avec le marché. Le marché devient votre adversaire, c'est vous contre lui, au lieu d'être en harmonie avec lui. Le marché ne peut rien vous prendre que vous ne permettez pas. Si vous avez perdu de l'argent ou perdu plus que ce que vous aviez l'intention de risquer, vous avez donné votre argent à d'autres traders. En fin de compte, cependant, la vengeance crée une relation d'adversaire avec vous-même. Si vous êtes celui qui donne votre argent au marché, vous êtes aussi celui qui se donne de l'argent hors du marché. Si vous êtes en colère contre vous-même pour avoir laissé le dernier trade devenir si incontrôlable, peu importe ce que le marché vous offre maintenant en termes d'opportunités, cela ne sera pas suffisant. D'un point de vue psychologique, vous ne saisirez pas l'opportunité de réaliser un profit ou autre parce que vous n'avez pas accepté le dernier trade comme étant correct. En effet, vous nierez l'opportunité actuelle ou suivante pour vous punir de l'erreur passée. En réalité, vous ne pouvez pas vous venger du marché, et une croyance en la vengeance ne vous permet que de vous venger de vous-même. Il y a une corrélation directe entre votre capacité à laisser le marché vous dire ce qu'il est susceptible de faire ensuite et le degré auquel vous vous êtes libéré des effets négatifs de toute croyance sur la perte, l'erreur et la vengeance sur les marchés. Ne pas être conscient de cette relation, la plupart des traders continueront à observer le marché d'une perspective contaminée jusqu'à ce qu'ils fassent soit l'association par essai-erreur, soit prennent conscience de cette relation à travers un livre comme celui-ci. Dans tous les cas, au moment où ceux qui le comprennent le font, ils se sont généralement soumis à tant de dommages psychologiques que cela ajoute une dimension beaucoup plus difficile au processus de devenir réussi. C'est la principale raison pour laquelle ce livre devait aborder les domaines de la transformation personnelle en profondeur. Vous devez savoir s'il y a des dommages, comment les identifier, et surtout, comment vous en libérer. Chapitre 6 Le marché est un environnement non structuré. Contrairement aux activités sociales structurées qui ont des débuts et des fins définis et des règles rigides pour guider votre comportement, l'environnement du marché est plus comme une rivière qui coule constamment, sans début ni fin, avec presque aucune structure. Une fois que vous plongez dans la rivière,
elle peut changer de direction à tout moment. Elle pouvait couler vers le nord lorsque vous y avez plongé. Cependant, sans aucun avertissement, elle peut commencer à couler vers le sud. C'est non structuré au point où vous inventez toutes vos propres règles pour jouer, avec une grande latitude pour le faire. Vous devrez décider si et quand vous allez plonger et avec quelle force. Si vous êtes déjà dedans, vous avez la possibilité d'augmenter la force que vous appliquez à tout moment ou de la diminuer. Il n'y a pas de règle vous empêchant de sortir à tout moment pour changer votre direction prévue afin de couler avec le marché, ou vous pouvez sortir et rester dehors, et le marché continue simplement de couler. Dans un environnement non structuré et illimité, il est essentiel que vous établissiez des règles pour guider votre comportement. Vous devrez créer une définition et vous donner une direction. Sinon, vous vous sentirez submergé par trop de possibilités. Sans ces règles, l'une des possibilités les plus probables est que vous créerez des pertes dévastatrices pour vous-même. Le grand problème psychologique ici est que, si vous inventez et devez jouer selon vos propres règles, vous devez également assumer la responsabilité totale et complète de vos actions ainsi que des résultats de vos actions. Le degré auquel vous assumez la responsabilité est le même degré auquel vous ne pouvez pas la transférer au marché et être sa victime. Le trader typique fera presque n'importe quoi pour éviter de créer des définitions et des règles parce qu'il ne veut pas assumer la responsabilité des résultats de son trading. S'il sait exactement ce qu'il va faire et dans quelles conditions, alors il aurait quelque chose par quoi mesurer sa performance, se rendant ainsi responsable envers lui-même. C'est exactement ce que la plupart des traders ne veulent pas faire, préférant plutôt garder leur relation avec le marché quelque peu mystérieuse. Cela crée un véritable paradoxe psychologique pour les traders, car la seule façon d'apprendre à trader efficacement est de se rendre responsable en créant une structure. Mais, avec la responsabilité vient la responsabilité. Le trader typique veut désespérément gagner de l'argent, mais il doit le faire d'une manière où il n'y a pas de lien direct entre ce qu'il fait et le résultat que cela produit, évitant ainsi la responsabilité si les choses ne se passent pas de manière satisfaisante. Pour développer un plan, vous devez anticiper les événements dans une certaine mesure par rapport à la profondeur de votre plan. Lorsque vous planifiez vos trades à l'avance, vous mettez votre vision de l'avenir et vos capacités créatives en jeu, pour ainsi dire, et vous vous rendez responsable envers vous-même. Votre plan fonctionne ou il ne fonctionne pas. Vous avez soit la capacité d'exécuter votre plan, soit vous ne l'avez pas. Dans tous les cas, c'est votre plan et votre capacité à le suivre et, par conséquent, il est difficile de transférer la responsabilité et de rejeter la faute ailleurs si les choses ne se passent pas bien. Maintenant, quand un trader ne comprend pas le comportement du marché suffisamment pour savoir ce qu'il va faire et dans quelles conditions de marché il va le faire, mais en même temps, il est très attiré par l'action et les opportunités qu'il sait exister et s'il est également impatient avec le processus d'apprentissage, son impatience et son attraction le pousseront à faire quelque chose, même s'il ne sait pas ce qu'il devrait faire. Comment pensez-vous que le trader typique résoudra ce dilemme? Il jouera au suiveur, rationalisant que tout le monde fait quelque chose et, de plus, toutes ces personnes qui agitent les mains et crient ne peuvent pas être aussi effrayées et ignorantes que lui, donc elles doivent savoir ce qu'elles font ou au moins elles savent plus que lui. S'il fait ce qu'ils font, ou mieux encore, identifie le trader le plus réussi et fait ce que ce trader fait, alors lui aussi peut gagner de l'argent. Ce type de raisonnement crée une mentalité de troupeau, où presque tout le monde cherche une direction, supposons que tout le monde doit savoir quelque chose qu'il ne sait pas, sinon pourquoi ferait-il quoi que ce soit? Dans un groupe, cette mentalité collective est très volatile, où un trader clé peut déclencher une série infinie de réactions en chaîne où tout le monde reflète tout le monde, tous supposant que l'autre gars doit avoir une raison rationnelle de faire ce qu'il fait. En fait, je ne décrirai même pas ce qui se passe sur le parquet des échanges comme un suivi du leader. Il est en réalité mieux décrit comme suivre le suiveur, car la plupart des traders ne savent pas ce que fait le leader ou qui peut être le leader à tout moment donné. Par conséquent, le comportement du groupe est comme ces vagues sans fin de mouvements d'avant en arrière, où les traders les plus proches des leaders auront la première opportunité de monter dans le train à meilleur prix et ceux juste après ont des opportunités diminuées et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez au trader le moins compétent, qui n'a pas beaucoup de chance du tout. Lorsqu'il n'y a pas de leadership sur le marché, les prix dérivent généralement d'avant en arrière dans une petite plage jusqu'à ce que quelqu'un qui sait ce qu'il fait entre sur le marché. Si les prix ont fait un mouvement significatif pendant ou à la fin de la journée de trading, tous les suiveurs de la foule se rassemblent pour trouver une raison ou une rationalité qui pourrait expliquer leur et le mettre dans un contexte compréhensible. Fondamentalement, ce qu'ils trouvent est une raison consensuelle pour le comportement du marché ce jour-là. Cependant,
Les leaders ne se sentent pas obligés de parler à quiconque et ne le font généralement pas. Le suiveur typique de la foule se sent obligé de trouver des raisons en dehors de lui-même parce que ces raisons n'existent pas à l'intérieur de lui-même et il ne veut pas penser qu'il est irrationnel et agit de manière aléatoire. Pour le suiveur de la foule, trader de cette manière remplit de nombreuses fonctions. Cela garde sa relation avec le marché mystérieuse. S'il gagne de l'argent, il doit avoir fait quelque chose de bien. S'il perd de l'argent, il peut blâmer le marché, ce qui est évidemment un comportement très acceptable parmi les traders, puisque tant d'entre eux le font. L'explication rationnelle ou logique du rôle de l'individu dans le comportement collectif sera décidée plus tard par l'opinion consensuelle du groupe. De cette manière, il peut maintenir une illusion d'être rationnel et responsable et tout ce qui lui est arrivé est également arrivé à beaucoup d'autres traders, donc au moins il sait qu'il n'est pas seul, ce qui crée alors un sentiment de camaraderie parmi les concurrents. En dehors du monde du trading, la plupart des gens pensent que les traders sont des individualistes robustes, les associant aux caractéristiques des types entrepreneuriaux, comme être décisif et persévérant. La plupart des personnes extérieures seraient choquées d'apprendre qu'à l'exception d'une petite minorité de traders réussis, le reste tombe dans un groupe qui, à tout moment donné, n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire ensuite ou ne sait même pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Si vous leur demandiez de vous dire spécifiquement comment ils gagnent ou perdent de l'argent, ils ne pourraient pas vous le dire. De plus, en tant que groupe, les traders sont indécis et impatients à l'extrême. Il n'est pas trop difficile de déterminer pourquoi, si vous considérez qu'en conditions normales, l'état d'esprit du trader moyen est un cran de la terreur incontrôlée. S'organiser et créer une structure est une solution évidente aux nombreux problèmes psychologiques que le trader typique s'impose. Mais cela le forcerait également à franchir cette ligne de frontière psychologique dans le domaine de la responsabilité et de la responsabilité. En plus du refus catégorique de planifier des transactions, la plupart des traders s'efforcent de mettre autant de distance psychologique que possible entre ce qu'ils font et le résultat de leurs actions. Je connais de nombreux traders qui peuvent faire une analyse de marché extrêmement bonne par eux-mêmes mais qui cherchent néanmoins l'avis d'autres traders sur ce qu'il faut faire et prennent ensuite ces transactions au lieu des leurs, simplement parce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité si la transaction ne fonctionne pas. Et, plus souvent qu'autrement, s'en tenir à leur propre analyse aurait produit de bien meilleurs résultats. Il y a de nombreux traders de parquet qui échangent des centaines de contrats par jour, et bien qu'ils doivent enregistrer chaque transaction sur une carte de trading, ils ne tiendront pas un compte précis de leur position nette de trading, affirmant qu'ils sont trop occupés ou qu'ils ont mal additionné. À la fin de la journée, ils comptent leurs cartes avec une anxiété intense, espérant ou priant pour quelles que soient les forces invisibles qu'ils soient à plat. Évidemment, s'ils étaient si préoccupés, la solution simple à leur problème serait de trader uniquement à un niveau de volume où ils peuvent toujours suivre où ils en sont et s'ils perdent le fil, de cesser de trader jusqu'à ce qu'ils obtiennent un compte correct. Mais ils ne voudraient pas faire cela parce que, s'ils suivaient leur position, alors ils devraient assumer la responsabilité de ce qu'ils finissent par avoir. Que se passerait-il s'ils se retrouvaient involontairement avec une position nette longue à la fin de la journée et que le marché ouvrait plusieurs ticks plus haut le lendemain matin? Les forces de marché invisibles ont ainsi béni ces traders avec une position gagnante, ou inversement, si le marché ouvre plus bas, ils peuvent toujours trouver quelqu'un ou quelque chose à blâmer pour leur malchance. Peut-être que leur cravate porte-bonheur a été envoyée au pressing par erreur ou qu'ils ont rencontré 3 feux rouges consécutifs en route vers la bourse. N'importe quelle raison ou excuse pour décaler la responsabilité fera l'affaire. Ces raisons peuvent aller du jargon académique le plus éloquent aux croyances les plus superstitieuses, mais en essence, elles se concentrent toutes sur le fait de blâmer l'extérieur pour des résultats insatisfaisants. Dans un environnement illimité, moins vous créez de structures pour vous-même, moins vous êtes responsable, plus vous serez facilement emporté par la force des événements, et moins vous semblez avoir de contrôle sur votre vie. Cependant, avoir moins de structure a l'avantage de transférer la responsabilité des événements de votre vie à d'autres forces non identifiées. C'est précisément pourquoi tant de traders ont une telle croyance forte dans les superstitions. Si une personne refuse de faire le moindre lien entre ses pensées, ses intentions, ses compétences et ses résultats, alors il est très facile d'associer son succès ou son échec à quelque chose comme la cravate qu'on portait ce jour-là ou à un geste involontaire, puis de se retrouver dans une transaction perdante et d'associer le geste à la perte. J'ai une histoire personnelle pour illustrer une croyance superstitieuse typique que les traders ont. Un matin, je suis entré dans les toilettes pour hommes de la bourse de Chicago, et alors que je m'approchais du seul urinoir non utilisé, un trader de parquet utilisant l'urinoir à côté de celui que j'étais sur le point d'utiliser a tourné la tête,
m'a regardé et a dit d'un ton très prudent, « Ne l'utilisez pas, vous pouvez attendre le mien, je vais finir dans une seconde. » Je lui ai lancé un regard perplexe, et il a ensuite pointé une pièce de monnaie qui se trouvait au fond de l'urinoir. Je lui ai lancé un autre regard perplexe parce que je ne avoir la moindre idée de ce qu'il essayait de me communiquer. Alors que je procédais à utiliser le urinoir avec le sou dedans, il s'est retourné avec une expression nerveuse sur son visage et s'est éloigné de moi aussi vite qu'il le pouvait. Plus tard dans la journée, j'ai raconté cette expérience à l'un de mes clients traders de parquet et lui ai demandé s'il savait ce qui se passait. Il a dit certainement que c'était une connaissance très commune que de l'argent au fond d'un urinoir est un mauvais présage et certainement quelque chose à éviter. Après y avoir réfléchi un moment, je me suis demandé ce qui se passerait si je traversais toutes les changes et mettais des sous dans tous les urinoirs. Cette histoire illustre comment le trader typique est pris dans un piège psychologique de refus de planifier et de créer une structure pour son activité de trading, afin qu'il puisse éviter de prendre la responsabilité de ses résultats. Et ce faisant, il se soumet à être ballotté par les caprices de la foule, à la merci de ses propres impulsions incontrôlées, se retrouvant dans des positions gagnantes et perdantes, ne sachant pas pourquoi ni quoi faire ensuite. Ce piège est extrêmement négatif car il crée une condition psychologique potentiellement dommageable que j'appelle gains aléatoires et pertes aléatoires. Si vous ne pouvez pas définir votre propre comportement et celui des marchés, vous ne pouvez pas apprendre à répéter vos gains ou à prévenir vos pertes. Quand vous gagnez, c'est si agréable, cela crée un besoin de le répéter et vous pousse à essayer à nouveau. Lorsque vous suivez la foule ou que vous tradez sur des nouvelles, des conseils, ou des signaux isolés de systèmes techniques, l'anticipation de la prochaine tentative de gagner produit automatiquement peur et anxiété. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas définir les conditions du marché ou le processus de prise de décision qui a produit le dernier gain, et donc vous ne pouvez pas vous assurer du suivant. Si vous ne savez pas ce que vous avez fait pour gagner la dernière fois, vous ne savez évidemment pas quoi faire pour éviter de perdre cette fois. Le résultat final est une anxiété intense, frustration, confusion et peur. Vous vous sentez hors de contrôle, éprouvant un sentiment d'impuissance alors que vous êtes emporté par les événements qui s'ensuivent et vous vous demandez ce que le marché va vous faire aujourd'hui. Considérez que les marchés ne peuvent rien faire à un trader qui se fait entièrement confiance pour agir de manière appropriée, dans son meilleur intérêt, sous toutes les conditions de marché. Et avant que les gens puissent se faire confiance de cette manière, ils devraient d'abord définir toutes ces conditions et être capables de les reconnaître. Il est compréhensible que prendre la responsabilité soit quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Nous ne vivons pas dans une société qui a un concept hautement évolué du processus de croissance, et par conséquent, nous apprenons à devenir très intolérants aux erreurs. Je dis cela parce que nous sommes fondamentalement enseignés en tant qu'enfants et, par conséquent, à notre tour enseignons à nos enfants à travers notre ridicule qu'une erreur est quelque chose qui diminue une personne. Le ridicule n'améliore pas la volonté d'un enfant d'accepter la responsabilité, et s'il ne le fait pas, le parent typique critiquera alors l'enfant pour être irresponsable. Prendre des responsabilités est une fonction de l'acceptation de soi. Vous pouvez mesurer ce degré d'acceptation de soi par la façon dont vous pensez positivement ou négativement à vous-même lorsque vous faites ce que vous percevez comme une erreur. Plus vous pensez négativement à vous-même, plus votre tendance à éviter de prendre des responsabilités est grande, afin d'éviter la douleur de vos pensées sévères, générant ainsi une peur de faire des erreurs. Cependant, plus le degré d'acceptation de soi que vous avez pour vous-même est grand, plus vos pensées seront positives et plus le degré d'insight que vous pourrez extraire d'une expérience sera grand, au lieu de générer de la peur. Plus vous êtes en acceptation de soi, plus il est facile d'apprendre parce que vous n'essayez pas d'éviter certaines informations. Je ne connais aucune prérogative nationale pour enseigner aux enfants comment s'accepter malgré leurs défauts tels que perçus par les adultes de leur vie. Si les gens avaient une attitude plus acceptante concernant le résultat de leurs actions, ils n'auraient pas besoin d'éviter de prendre des responsabilités. Pour réussir, le marché vous oblige, en tant que trader, à être responsable de manière complètement nouvelle. Par exemple, vous ne pouvez pas effectuer une transaction et ensuite relâcher votre responsabilité au marché pour qu'il fasse quelque chose pour vous, comme vous donner de l'argent. Le marché est un événement fluide et en constante évolution, où à tout moment, un autre trader peut décider d'intervenir avec suffisamment de force pour changer les attentes des autres traders participants, au point où ils inversent leur position et, par conséquent, nient complètement le potentiel que vous croyiez exister un instant auparavant, lorsque vous avez effectué votre transaction. Dans notre vie quotidienne,
Les objets sont très stables, et les événements quotidiens ne changent pas à un rythme et une fréquence proche de ceux des conditions qui changent dans l'environnement du marché. Par rapport à la nature de l'environnement du marché, nous tenons tous pour acquis que les bâtiments, les arbres, les feux de circulation et les rues que nous connaissons sont complètement stationnaires et seront là d'un moment à l'autre. Vous n'êtes pas sorti de votre porte d'entrée ce matin pour découvrir que la rue sur laquelle vous vivez ne ressemble pas à ce qu'elle était la veille lorsque vous êtes entré chez vous. Si se rendre au bureau ou à votre lieu de travail représente une opportunité de gagner de l'argent, vous tiendriez complètement pour acquis qu'il serait possible d'y arriver de manière familière. Cependant, en tant qu'opportunité potentielle de gagner de l'argent comparable à celle offerte sur les marchés, que se passerait-il si l'emplacement changeait d'un moment à l'autre? Que se passerait-il si les rues changeaient également leur emplacement par rapport les unes aux autres? Et, de plus, que se passerait-il si personne ne se souciait de savoir si vous trouviez un jour votre chemin là-bas, vous rendant vous et vous seul complètement responsable de l'endroit où vous vous retrouvez? Il est tout simplement logique que pour fonctionner efficacement dans l'environnement du marché, vous devrez vous rendre responsable. Sinon, comment pourriez-vous jamais apprendre à trader, si vous vous laissez emporter dans l'ordre de quelque chose par des forces extérieures et intérieures que vous ne pouvez pas identifier et que vous ne voulez pas? Le comportement du marché semblera mystérieux. Parce que votre propre comportement est mystérieux. Vous serez dans un état constant de confusion, d'anxiété et de peur parce que vous ne savez pas quoi faire ensuite, le genre d'état d'esprit qui engendre la superstition. Comprendre vous-même est synonyme de comprendre les marchés parce qu'en tant que trader, vous faites partie de la force collective qui fait bouger les prix. Comment pourriez-vous commencer à comprendre la dynamique du comportement de groupe suffisamment bien pour extraire de l'argent du groupe, en raison de leur comportement, si vous ne comprenez pas les forces intérieures qui affectent les vôtres? Lorsque vous comprenez les forces intérieures qui affectent votre comportement et que vous prenez la responsabilité de ce que vous faites et ne faites pas, et de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, vous commencerez à percevoir comment et pourquoi les autres traders composant le groupe se comportent de la manière dont ils le font. Lorsque vous atteignez un certain degré de contrôle sur vous-même, vous pouvez alors voir comment les autres traders ne contrôlent pas ce qui leur arrive, comme des brins d'herbe, tous pliant sous la force du vent dominant et étant constamment piétinés. Vous ne pourrez pas voir cela tant que vous ne serez plus un brin d'herbe vous-même en évoluant au-delà de la mentalité de groupe. Alors, il devient beaucoup plus facile de comprendre le comportement du groupe, d'anticiper ce qu'ils feront probablement ensuite, et d'en tirer parti au mieux de vos capacités. Vous comprendrez le groupe, certainement, pas plus que vous ne vous comprenez vous-même. Créer des définitions et des règles pour vous rendre responsable n'est qu'un premier pas sur la route du succès durable. Vous pourriez reconnaître leurs nécessités et les établir, mais ensuite, à votre grand désarroi, il est extrêmement difficile de s'y conformer. Dans la partie I, nous examinerons les forces mentales interactives qui rendent difficile le suivi de vos propres règles. Chapitre 7. Dans l'environnement du marché, les raisons sont irrélevantes. J'ai intitulé ce chapitre Dans l'environnement du marché, les raisons sont irrélevantes en reconnaissance des traders qui croient que s'ils peuvent déterminer les raisons pour lesquelles le marché agit comme il l'a fait, ces raisons les aideront à déterminer ce que le marché fera ensuite. Croire cela suppose que les traders savent pourquoi ils se sont comportés comme ils l'ont fait et que les raisons qu'ils donnent pour leurs actions aideront à déterminer leur comportement futur. Les raisons que les traders donneraient pour leurs actions sont irrélevantes. La plupart des traders ne savent pas pourquoi ils ont agi comme ils l'ont fait parce que la plupart des traders ne planifient pas leurs transactions, éliminant ainsi toute connexion entre eux et les résultats de leurs transactions. La plupart des traders agissent de manière spontanée et impulsive, puis attribuent la rationalité de leur comportement après coup. La plupart de ces raisons après coup sont soit des justifications pour ce que les traders ont fait, soit des excuses pour ce que les traders n'ont pas fait. Fondamentalement, les gens tradent pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, les traders doivent prendre des positions, maintenir leur position pendant un certain temps, puis sortir de leur position. Lorsque les traders entrent et sortent de position, ils agissent comme une force sur les prix, les faisant bouger. Lorsqu'ils observent le marché, attendant d'entrer ou maintenant une position, les traders sont une force potentielle qui peut agir sur les prix à tout moment donné. Si les traders planifiaient ce qu'ils allaient faire avant de le faire, alors les raisons qu'ils donneraient pour expliquer pourquoi ils agissent comme ils le font pourraient définitivement aider d'autres traders à anticiper comment les prix seront affectés par leurs actions. Cela, bien sûr, suppose qu'ils révéleront leur plan et qu'ils diront la vérité. Il n'y a que quelques traders qui gagnent de l'argent de manière cohérente, et ils révéleront rarement leurs raisons. Sauf si cela sert leurs objectifs. En fait,
Les traders qui ont confiance en leurs capacités et savent qu'ils peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement des prix font de grands efforts pour garder les informations sur leur plan à l'écart des autres traders, car cela diminuerait la possibilité d'exécuter ces plans. Cependant, cela ne veut pas dire qu'après avoir pris leur position, ils ne révéleront pas intentionnellement ce qu'ils ont fait pour ensuite attirer d'autres traders dans la même position, les forçant à rivaliser entre eux pour créer un mouvement de prix dans leur direction. D'autre part, les traders qui ne sont pas confiants quant à ce qu'ils veulent faire partageront volontiers leurs idées de trading avec quiconque écoutera, espérant obtenir une sorte de confirmation que ce qu'ils s'apprêtent à faire fonctionnera. Ainsi, les raisons qu'ils avancent après coup pour expliquer pourquoi ils ont agi comme ils l'ont fait servent généralement à apaiser la douleur de ce qu'ils perçoivent comme leurs erreurs, ce qui n'est pas particulièrement utile comme information. Ce qui est utile, c'est de comprendre que les traders agissent généralement en groupe, très similaire à un banc de poissons ou à un troupeau de bovins. Les traders individuels tombent dans des groupes spécifiques qui tendent à percevoir le même type de conditions de marché comme des opportunités ou des déceptions. En conséquence, ils agiront de concert pour perturber l'équilibre du marché, provoquant des mouvements de prix dans une direction prédominante. Les différents groupes prennent des positions parce qu'ils croient pouvoir gagner de l'argent, et ils sortent parce qu'ils perdent de l'argent ou perçoivent la possibilité de gagner encore de l'argent comme diminué par rapport au risque perçu de perdre de l'argent. Par exemple, les locaux sur le parquet des bourses ont le moins de patience, sont les plus impulsifs, sont les plus facilement déçus, et par conséquent ont les objectifs de prix les plus petits et les perspectives de temps les plus courtes. En conséquence, ils sont les plus actifs et essaieront tous de faire la même chose en même temps. Les commerciaux et les traders de détail hors du parquet sont deux autres groupes qui ont des objectifs de prix et des perspectives de temps différents les uns des autres. Les individus au sein de ces groupes auront également tendance à agir de concert, perturbant l'équilibre du marché par leur degré de participation ou leur manque de participation à un moment donné. Vous pouvez déterminer quelles conditions de marché dans lesquelles ils sont les plus susceptibles de participer, quelles conditions confirmeront leurs croyances sur l'avenir, et ce qui les décevra. Une fois que vous apprenez leurs caractéristiques uniques, vous pouvez anticiper comment un ou plusieurs groupes sont susceptibles d'agir et déterminer comment leur activité affectera l'équilibre du marché et le potentiel de mouvement des prix. Pourquoi tradons-nous ? Chaque moment où nous existons, nous interagissons avec l'environnement, nous nous exprimons de notre propre manière unique, et ainsi nous créons nos vies par la façon dont nous la vivons. Tout ce que nous faisons à chaque moment est une forme de la manière dont nous nous exprimons. Nous nous exprimons pour satisfaire nos besoins, nos désirs et objectifs. Aujourd'hui, la plupart des individus peuvent canaliser leurs énergies pour satisfaire des besoins au-delà des exigences de la nourriture et du logement, mais pour ce faire, cela nécessite de l'argent. L'argent permet un système d'échange où nous pouvons échanger les biens et services créés par des individus s'exprimant de manière hautement spécialisée. L'argent a évolué pour devenir l'objet de nos besoins car il représente les moyens ou le chemin par lequel nous pouvons nous exprimer en tant qu'individus. Tout comportement est une forme d'auto-expression, et presque toute manière dont un individu souhaite s'exprimer dans notre société nécessite de l'argent. Ainsi, au niveau le plus fondamental de l'existence culturelle, l'argent représente la liberté d'expression. Les individus s'exprimant de manière spécialisée créent un système d'interdépendance hautement complexe. Pour échanger des biens et des services, les individus doivent s'accorder sur la valeur de ces biens et services pour effectuer un échange. Je définis valeur comme le degré relatif d'importance ou de potentiel que quelque chose a pour satisfaire un besoin. Le prix réel auquel les biens et services sont ensuite échangés sera déterminé par la loi économique fondamentale de l'offre et de la demande. En termes psychologiques, la loi de l'offre et de la demande est fondée sur la peur et la cupidité humaine. La peur et la cupidité pousseront les gens à agir ou à ne pas agir en fonction de leurs besoins par rapport aux conditions externes perçues. Le prix des biens et services sera déterminé par les besoins de l'individu en relation avec sa croyance en sa capacité à satisfaire ses besoins. Impliquée dans cette croyance est leur perception de la disponibilité des biens et services dont ils ont besoin. La cupidité est fondée sur une croyance en la rareté et l'insécurité. Ces deux croyances génèrent de la peur. Je définis cupidité comme une croyance qu'il n'y aura jamais assez de ressources disponibles pour se satisfaire, combinée à une croyance que l'on a toujours besoin de plus pour se sentir en sécurité ou satisfait. La perception que ces conditions existent soit en interne soit en externe générera une peur qui poussera à agir ou à ne pas agir, selon qui contrôle l'offre. Le comportement qu'une personne affiche sera cohérent avec ce qu'elle croit devoir faire pour satisfaire le déficit. Si deux personnes ou plus ont les mêmes peurs,
elles vont typiquement rivaliser entre elles pour l'offre existante. Si l'offre de quelque chose est limitée par rapport aux besoins, ceux qui sont dans le besoin vont rivaliser pour l'offre disponible. Ils vont rivaliser par leur volonté d'échanger plus de ressources que quelqu'un d'autre qui peut également être dans le besoin. Si, cependant, l'offre est grande par rapport aux besoins, il n'y aura pas de peur de la rareté. Par conséquent, les gens vont conserver leurs ressources en les détournant vers d'autres besoins ou simplement en attendant la possibilité que le prix puisse baisser. Tout système d'interaction fondé sur les peurs individuelles de manque ou de rareté fera fluctuer le prix des biens et services par rapport au degré relatif de sécurité ou d'insécurité ressenti par les masses collectives à un moment donné. Ces prix fluctuants créent le risque économique pour tous ceux qui dépendent des autres pour satisfaire un besoin qu'ils ne peuvent pas combler eux-mêmes. Qu'est-ce que le risque ? Le risque est la possibilité d'une perte nette de ressources personnelles dans l'échange ou la poursuite de la satisfaction d'un besoin. Les prix fluctuants créent également des opportunités pour ceux qui sont prêts à assumer le risque créé par le mouvement des prix. Tant qu'il y a des accords entre les individus sur la valeur des biens et des services, les prix fluctueront, créant ainsi des opportunités pour les commerçants de gagner de l'argent s'ils assument les risques. Définition du trading. Je définis le trading comme deux parties échangeant quelque chose de valeur pour satisfaire un besoin ou un objectif. Dans le contexte des marchés boursiers ou à terme, les participants échangent dans le seul but d'accumuler de la richesse ou de protéger des actifs physiques de la dépréciation de leur valeur. En essence, tous les traders sur ces marchés, qu'ils soient qualifiés de spéculateurs ou de couverture, échangent pour accumuler de la richesse. Il ne s'agit que d'une question de perspective. Pour le coureur de risque, la motivation à protéger la valeur d'un actif contre le risque économique est toujours d'accumuler de la richesse. Les coureurs de risque échangeront pour un degré plus élevé de certitude économique en transférant le risque créé par les prix changeants à un autre trader prêt à l'assumer. Typiquement, ce sera le spéculateur de l'autre côté de l'échange prêt à assumer le risque de changement de prix pour l'opportunité d'accumuler de la richesse à partir de ces changements. Par exemple, les propriétaires d'actions vendront leurs actions parce qu'ils croient que les possibilités d'appréciation future de l'action sont soit inexistantes, soit minimales par rapport à leur évaluation du risque de la conserver. Ils peuvent également vendre même avec des attentes d'appréciation future s'il y a un besoin de liquider pour satisfaire d'autres besoins. Les acheteurs croient que l'action va s'apprécier en valeur. Nous pouvons supposer que l'acheteur le croit parce que les gens échangent pour accumuler de la richesse. Puisque l'objectif d'un trader est de satisfaire un besoin d'accumuler de la richesse, nous pouvons supposer que les gens n'entreront pas consciemment dans un échange en croyant qu'ils vont perdre ou échouer à satisfaire leurs besoins. Parce que tous les traders ont fondamentalement les mêmes objectifs, nous pouvons alors affirmer qu'aucun des deux traders n'entre dans un échange à moins qu'il n'ait des croyances opposées sur la valeur future de ce qui est échangé. Gardez à l'esprit que le prix actuel de quoi que ce soit est toujours un reflet de ce que quelqu'un est prêt à payer et de ce que quelqu'un est prêt à vendre à ce moment-là. Donc, bien qu'il doit y avoir un accord entre deux parties pour qu'un échange existe à un prix, inhérent à la transaction est un désaccord complet entre l'acheteur et le vendeur sur la valeur future de ce qu'ils échangent. Par exemple, serais-je incorrect en affirmant qu'aucun propriétaire d'actions ne vendra ses actions s'il croyait qu'elles avaient un potentiel d'appréciation future ? Lorsqu'il vend, il a essentiellement abandonné les possibilités d'appréciation future. Pourquoi l'acheteur a-t-il acheté ? Pour perdre de l'argent ? Pour être faux ? Non, bien sûr que non. La croyance de l'acheteur dans la valeur future de l'action est opposée à celle du vendeur. Cette disparité est illustrée encore plus clairement avec le trading de contrats à terme. D'un réel intérêt est la croyance de la communauté académique que les marchés sont efficaces, ce qui suppose que les traders ont des raisons rationnelles pour leur comportement, sachant ce qu'ils font et ayant une bonne raison de le faire. Les universitaires croient également que les marchés sont fondamentalement aléatoires, ce qui semble être une contradiction complète avec un marché qui est censé être efficace. En fait, cependant, le comportement du marché est principalement irrationnel, si vous définissez rationnel comme toute action qui est le résultat d'une méthodologie spécifique ou qui est planifiée à l'avance et définitivement pas aléatoire, car le comportement irrationnel est très prévisible. Si vous voulez apprendre à prédire le mouvement des prix, vous n'avez pas besoin de prêter attention aux raisons. Ce que vous devez faire, c'est déterminer comment la majorité des traders perçoivent les conditions externes par rapport à leur peur de la rareté, ou leur peur de manquer quelque chose, ou les deux. Chapitre 8 Les 3 étapes pour devenir un trader réussi. Avant de couvrir les 3 étapes pour devenir un trader réussi, il serait bon de revoir certains des matériaux déjà couverts. Dans l'environnement du marché,
Vous devez établir les règles du jeu et ensuite avoir la discipline de respecter ces règles, même si le marché évolue de manière à vous tenter constamment de croire que vous n'avez pas besoin de suivre vos règles cette fois-ci. Ce mouvement vous permet de vous adonner à toute illusion ou distorsion qui vous convient à un moment donné. Certes, vous ne choisiriez pas de ressentir de la douleur s'il existe des informations raisonnables qui soutiendraient la possibilité que votre attente soit réalisée. Dans un environnement illimité, si vous ne pouvez pas confronter la réalité d'une perte, alors la possibilité existe pour vous de tout perdre, à chaque transaction. Si vous croyez que le trading est comme le jeu, ce n'est pas le cas. Dans tout jeu de hasard, vous devez participer activement pour perdre et ne rien faire pour arrêter de perdre. Dans l'environnement du marché, vous devez participer activement pour entrer dans une transaction et participer activement pour mettre fin à vos pertes. Si vous ne faites rien, le potentiel existe de perdre tout ce que vous possédez. Lorsque vous participez à des jeux de hasard, vous savez exactement quel est votre risque et l'événement se termine toujours. Avec les marchés, vous ne savez finalement pas quel est votre risque, même si vous êtes assez discipliné pour utiliser des stops, car le marché pourrait franchir vos stops. De plus, comme l'événement ne se termine jamais et est en mouvement constant, il y a toujours la possibilité de récupérer ce que vous perdez dans n'importe quelle transaction. Vous n'aurez pas besoin de participer activement pour récupérer ce que vous perdez. Vous devez juste rester dans votre commerce et laisser le marché vous le donner. En conséquence, il y a la constante tentation de ne pas couper vos pertes, ce qui est très difficile à résister. Pourquoi choisir la douleur plutôt que la possibilité d'être rétabli, quand tout ce que vous avez à faire est d'ignorer le risque? Vous créez votre expérience du marché. Chaque équilibre présente à chaque trader une opportunité d'acheter bas ou de vendre haut par rapport au prochain changement. À part le temps qu'il faut pour exécuter un commerce, c'est essentiellement le même marché pour nous tous. Vous êtes soit capable de percevoir un équilibre donné comme une opportunité d'exécuter un commerce, soit vous pouvez agoniser sur ce que vous croyez être une opportunité manquée depuis le dernier changement de prix, soit vous pouvez vous abstenir de prendre le commerce au prix actuel même si vous le percevez comme une opportunité parce que vous craignez que le marché puisse vous donner tort. Le marché ne crée pas les façons dont vous le percevez. Il reflète simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous à un moment donné. Que vous ayez perçu la condition actuelle du marché comme une opportunité et n'ayez pas agi sur votre perception, ou que vous ne réalisiez pas que c'était une opportunité jusqu'après que le mouvement se soit produit est, encore une fois, un reflet direct de votre composition psychologique unique. Vous attachez le sens à tout mouvement particulier. D'un point de vue objectif, le prochain tick à la hausse peut être décrit comme le prix qui vient de bouger d'un tick à la hausse par rapport au prix précédent. C'est une réalité concernant ce changement de prix d'un tick que nous partageons tous. Cependant, pour un trader, ce tick à la hausse pourrait être la défaite finale dans une position courte qu'il avait maintenue. Pour un autre trader, cela pourrait signifier une parfaite opportunité de vente parce que le marché ne peut tout simplement pas monter plus haut. Pour un troisième trader, cela pourrait signifier une opportunité d'achat parce que le marché a franchi une zone de résistance, en fonction de la façon dont il définit la résistance. Le marché ne choisit ni n'a de moyen de choisir le sens que vous attachez à tout changement de prix particulier ou conditions de marché. Par exemple, vous pourriez percevoir une opportunité de vendre haut et agir sur cette perception en entrant sur le marché avec une position courte. À partir du moment où vous êtes entré, disons que le marché a évolué en votre faveur puis s'est violemment inversé. Ce faisant, il a très rapidement franchi votre point d'entrée et a continué à monter avec seulement quelques périodes de repos et de petits retracements mineurs. Chaque repos ou retracement aurait pu être une opportunité de sortir de votre position courte et de vous inverser. Qu'est-ce qui vous arrêterait? La réponse est en vous. Si vous avez poussé un soupir de soulagement chaque fois que le marché a fait une pause ou a retracé un peu, choisissant de croire que c'était enfin fini, alors je vous demande, qu'est-ce qui est fini? Est-ce peut-être le fait que vous n'aurez pas à vous confronter à vous-même et à dire que j'ai tort? Cela encore est en vous. Vous choisissez de croire que les pauses étaient points d'arrêt, soulagement de la confrontation, au lieu d'une possibilité de profiter d'une opportunité pour éliminer votre risque et une forte probabilité d'accumuler un profit en vous retournant. La façon dont le marché vous semblait était en réalité la façon dont vous l'avez créé dans votre propre esprit. Parmi tous les choix disponibles et les différentes manières de considérer les possibilités, vous choisissez une manière particulière. Votre propre cadre mental vous a enfermé dans ce trade perdant. La manière unique dont vous définissez une perte et ce que cela signifie pour vous est une partie intégrante de votre constitution psychologique.
Vos croyances interagiront avec votre perception de l'information environnementale pour former la manière particulière dont vous sélectionnez et choisissez les informations sur lesquelles vous concentrez votre attention. Le marché n'a rien à voir avec ce processus, même si c'est de là que provient l'information. Dans l'environnement de trading, le résultat de vos décisions est immédiat, et vous êtes impuissant à changer quoi que ce soit sauf votre esprit. Le pouvoir que vous avez de créer des résultats plus satisfaisants de votre trading réside dans votre degré de flexibilité mentale. Vous devez apprendre à vous adapter au marché. Vous êtes soit en harmonie avec eux, soit vous ne l'êtes pas. Moins vous avez d'acceptation pour différents types de comportements du marché, plus le marché semble se retourner contre vous comme Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. À un moment, il satisfait tous vos besoins. Au suivant, c'est comme un monstre avide qui emporte tout. Cette caractéristique Dr. Jekyll Monsieur Hyde des marchés ne représente que votre propre rigidité mentale à vous adapter au changement et votre manque de compréhension que vous vous donnez du mieux que vous pouvez ce que vous obtenez, à partir de ce qui est disponible. Et par conséquent, ce que vous avez perdu, vous l'avez donné. Vous ne pouvez pas changer ce que fait le marché. Vous ne pouvez changer que vous-même d'une manière qui vous permet de percevoir ce qu'il pourrait faire ensuite avec plus de clarté et d'objectivité. En tant que trader, vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite, pourtant, comment pouvez-vous commencer à savoir ce qui pourrait se passer ensuite, si vous refusez de vous ouvrir mentalement de manière à vous permettre de percevoir les possibilités les plus probables? C'est une contradiction complète dans la pensée de vouloir savoir ce qui va se passer ensuite dans un événement sur lequel vous n'avez aucun contrôle et en même temps de maintenir une structure mentale rigide qui ne permet qu'un nombre très limité de possibilités. Cette contradiction dans la pensée est le résultat de ne pas comprendre la nature des croyances et comment elles limitent la perception d'une personne de l'information environnementale. Lorsque vous avez pris le trade, vous deviez avoir une certaine croyance sur l'avenir. Ce que vous devez faire, c'est apprendre à vous libérer de l'exigence que vos attentes soient satisfaites exactement comme vous vous y attendez. Se libérer de l'exigence vous permettra de changer votre perspective pour percevoir quelles que soient les opportunités qui existent sur le marché maintenant, comme si vous n'aviez pas du tout de trade en cours. Nous sommes tous dans une position où nous devons choisir et sélectionner l'environnement de l'information parce que nous ne pouvons pas être conscients de tout en même temps. Si vous choisissez des informations sur le marché en fonction de la nécessité de justifier vos croyances, vous vous mettez dans une position de désavantage extrême. Vous excluez de votre conscience des informations qui peuvent être plus indicatives de la cohérence du marché et de son potentiel à évoluer dans une direction donnée. Et il sera extrêmement difficile d'apprendre à développer une perspective pour la grande image, en élargissant votre perspective temporelle. Donc, même si vous ne pouvez pas réellement contrôler le mouvement du marché, vous pouvez apprendre à contrôler votre perception du mouvement du marché d'une manière qui vous permet d'avoir la plus grande objectivité. Apprendre à percevoir objectivement augmentera votre capacité à laisser le marché vous dire quand entrer et quand sortir. Vous pouvez apprendre à trader où vous n'utiliserez pas d'informations pour justifier vos croyances mais plutôt pour percevoir les possibilités les plus probables à un moment donné. Alors que vous construisez une base solide de perspicacité et de compréhension du fonctionnement de votre environnement mental, vous apprendrez à vous changer de manière à vous permettre de percevoir les marchés d'une perspective objective et finalement à trader de manière intuitive. Ce que je vous proposerai dans le reste du livre est un processus étape par étape sur la façon de vous adapter pour fonctionner plus efficacement dans l'environnement de trading. Essentiellement, c'est un processus qui vous permettra d'identifier et de manipuler vos croyances pour qu'elles soient plus cohérentes avec vos objectifs. Il y a deux thèmes dominants qui forment la base de cette approche. Le premier que nous avons déjà brièvement abordé, c'est que vous créez le marché que vous vivez dans votre propre esprit en fonction de vos croyances, perceptions, intentions et règles. Et, deuxièmement, vos résultats de trading seront une fonction du degré de compétence que vous développez dans trois domaines principaux, la perception, ou votre capacité à percevoir l'opportunité. L'exécution, ou votre capacité à exécuter un trade. Et l'accumulation, ou votre capacité à permettre à votre solde de compte de croître sur une période de temps ou une série de trades. Percevoir l'opportunité. Votre perception de l'opportunité est une fonction de la profondeur de l'insight dans le comportement du marché. La profondeur de votre insight dans le comportement du marché est équivalente au nombre de distinctions que vous pouvez faire et à la qualité de ces distinctions. La perception de l'opportunité est synonyme de votre attente de ce que le marché fera ensuite. Pour être efficace, vous devrez apprendre à faire des distinctions qui vous fourniront une indication d'une opportunité à haute probabilité d'un point de vue objectif,
ce que j'appelle faire une évaluation non engagée des probabilités. Pour être capable de faire des distinctions de qualité qui se développeront finalement en une vision de la perspective plus large, vous devrez apprendre comment élargir votre perspective de cadre temporel sur l'activité du marché. Il y a plusieurs composants à ce processus, mais les deux plus importants sont instituer une approche de trading complètement disciplinée et apprendre à vous libérer de l'énergie émotionnelle négative stockée dans les souvenirs de toute expérience de trading passée. L'approche disciplinée vous aidera naturellement à développer le degré de confiance en soi essentiel pour fonctionner efficacement dans un environnement qui ne fournit aucune contrainte externe pour limiter ou contrôler votre comportement, comme le fait la société. Sans la discipline, vous serez à la merci de vos propres impulsions non contenues et fondamentalement hors de contrôle. Par conséquent, sans la confiance en soi qui se développe à partir de l'autodiscipline, vous craindrez l'imprévisibilité de votre propre comportement. En même temps, vous projetterez probablement cette peur sur les marchés comme étant erratique et apparemment imprévisible, alors que c'est votre propre comportement que vous craignez le plus. Il sera ridicule de penser que vous pourriez comprendre le comportement du marché à un degré supérieur à celui où vous comprenez d'abord votre propre comportement. Pour saisir la nature fondamentale de votre propre comportement, vous devrez comprendre en profondeur tous les effets que la peur a sur votre perception des informations environnementales. Au niveau le plus fondamental, la peur limitera votre conscience des informations du marché qui pourraient clairement indiquer les possibilités qui sont en votre faveur et celles qui ne le sont pas. Comment un niveau de compréhension approfondie du comportement du marché pourrait-il jamais se développer si vous êtes constamment inquiet de ce que le marché pourrait vous faire et ne pouvez pas rester concentré sur la cohérence et la structure du marché lui-même? Le marché ne peut rien vous faire si vous vous faites confiance pour agir de manière appropriée dans n'importe quelle condition de marché. Apprendre cela est la clé pour acquérir le niveau de confiance dont chaque trader a besoin pour réussir. Dans une perspective plus large, la peur réduira la probabilité que vous développiez un jour la capacité de faire les distinctions dans le comportement du marché où vous acquérez une vision de l'ensemble. Lorsque vous comprenez comment la peur opère dans votre trading et que vous l'avez conquise, vous serez en mesure de voir comment la peur opère dans le marché dans son ensemble et ensuite être capable d'anticiper la réaction du groupe à certains types d'informations. Si vous n'avez pas commencé votre carrière de trading avec la perspective mentale appropriée ou avec une approche disciplinée, alors il est probable que vous ayez subi un certain degré de dommage psychologique. Je définis le dommage psychologique comme toute condition mentale ayant le potentiel de générer de la peur. L'énergie négative stockée dans ces expériences générera de la peur dans la même mesure que le degré d'énergie stocké dans la mémoire. En apprenant à vous libérer de la douleur, vous réduirez la peur et vous vous ouvrirez automatiquement à de nouvelles prises de conscience sur la nature des marchés. Vous vous ouvrirez parce que la peur ne vous fera pas rétrécir votre champ d'attention. Au lieu d'être concentré sur l'évitement de la douleur, vous pouvez vous concentrer sur ce que les marchés vous disent. Apprendre à vous libérer de la peur vous permettra également de penser à des façons créatives de répondre aux nouvelles relations que vous percevez dans le comportement du marché. En conséquence, vous augmenterez votre confiance en votre capacité à répondre de manière appropriée à toute situation de marché donnée. Exécutez vos transactions. Votre capacité à exécuter vos transactions est fonction de la quantité de peur que vous générez ou de son absence. La peur est toujours le résultat de vos croyances sur la nature menaçante de l'environnement. Qu'est-ce qui pourrait être menaçant dans le marché? Rien. Si vous aviez confiance et vous faisiez entièrement confiance à vous-même pour agir de manière appropriée dans n'importe quel ensemble de conditions de marché. Essentiellement, ce que vous craignez ce ne sont pas les marchés mais plutôt votre incapacité à faire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, sans hésitation. Dans votre relation avec les marchés, vous avez dû apprendre quoi craindre. Ce que vous avez appris à craindre était le résultat de tout ce que vous avez fait qui a causé de la douleur. Votre douleur était le résultat de votre ignorance sur ce qu'il fallait faire ensuite, ce qui a entraîné un résultat que vous n'attendiez ni ne souhaitiez. Dans l'environnement du marché, vous êtes libre d'agir ou de ne pas agir. Les marchés ne peuvent rien vous faire que vous ne permettiez, même si c'est par ignorance ou un sentiment complet d'impuissance. Les effets de la peur sur le comportement d'une personne sont évidents, limitant à un point d'immobilité complète. Si vous ne pouvez pas exécuter vos transactions correctement, même lorsque vous percevez l'opportunité la plus parfaite, c'est parce que vous ne vous êtes pas libéré de la douleur contenue dans les souvenirs des expériences de trading passées et parce que vous ne vous faites toujours pas confiance pour agir de manière appropriée dans n'importe quel ensemble de conditions. Si vous le faisiez, il n'y aurait ni peur ni immobilité. Accumuler des profits. Votre capacité à accumuler des profits, soit dans une seule transaction,
soit cumulativement avec plusieurs transactions sur une période de temps, est fonction de votre degré d'auto-évaluation. Ce sens de l'auto-évaluation est, en fait, le composant psychologique le plus important du succès et prévaudra sur tous les autres dans la détermination de vos résultats. Votre degré d'auto-évaluation régulera combien d'argent vous vous donnerez à partir du potentiel maximum disponible ou perceptible à tout moment ou perspective de cadre temporel. Peu importe la profondeur de compréhension que vous avez de comportement du marché ou ce que vous avez consciemment l'intention, vous ne donnez à vous-même que le montant d'argent qui correspond à votre niveau d'auto-évaluation. Ce concept peut être expliqué par une simple illustration. Si vous percevez une opportunité, basée sur votre définition ou ce que les conditions du marché constituent comme une opportunité, et que vous ne suivez pas en exécutant un trade, qu'est-ce qui vous arrête? Dans mon esprit, il ne peut y avoir que deux raisons possibles. Vous avez soit été immobilisé par la peur de l'échec, soit vous luttez avec un système de croyance qui dit que vous ne méritez pas l'argent. Sinon, vous auriez agi sur votre perception. Auto-acceptation. Le deuxième thème qui fournit une base pour le système de croyance que j'offre est que la transformation personnelle, la croissance et l'apprentissage de nouvelles compétences sont une fonction de l'auto-acceptation. Votre intention d'apprendre une nouvelle compétence ou une nouvelle façon de vous exprimer est en essence une tentative de créer une nouvelle dimension de vous-même. C'est un objectif que vous avez projeté dans le futur que vous tenterez ensuite de réaliser en grandissant vers lui. Le marché vous fera tout naturellement face à ce qui est à l'intérieur de vous sur une base moment par moment. Ce qui est à l'intérieur de vous pourrait être la confiance ou la peur, une perception d'opportunité ou de perte, de la retenue ou une cupidité incontrôlable, de l'objectivité ou de l'illusion. Le marché ne fait que refléter ces conditions mentales, il ne les crée pas. Par conséquent, pour grandir dans une nouvelle expression de vous-même, vous devrez apprendre à accepter l'existence de l'une de ces conditions mentales négatives et des composants psychologiques qui les créent. Cultiver une croyance en acceptant tout ce que vous trouvez à l'intérieur de vous-même vous donnera la base dont vous avez besoin pour travailler afin de changer ces conditions. Pour illustrer ce concept d'auto-acceptation, je vais vous relater un exemple d'un trader de parquet qui est venu me demander de l'aide parce qu'il voulait changer son style de trading. Lorsqu'il est d'abord descendu sur le parquet, il s'est laissé prendre au scalping parce que cela semblait être le moyen le plus facile de gagner de l'argent. Cependant, il a vite découvert que tenter de scalper pour un ou deux ticks dans le pit des obligations était tout simplement trop épuisant physiquement car il devait rivaliser avec tant de traders. Il a donc décidé qu'il devait apprendre à conserver ses trades pendant plus d'un ou deux ticks. La première chose que nous avons faite a été de pré-planifier ses trades. Nous avons utilisé des techniques assez simples pour identifier les points de support et de résistance intrajournaliers dans une plage de 7 à 10 ticks. Le plan était qu'il se tienne dans le pit et attendre que le prix atteigne son objectif, exécute le trade, attendre que le marché atteigne son objectif, puis sorte du trade. Si le marché passait par son point d'entrée dans la direction opposée de plus de 2 ou 3 ticks, il était censé exécuter la perte sans hésitation. Sur la base de notre évaluation de la fiabilité des chiffres de support et de résistance, nous croyions qu'il n'avait pas besoin de risquer plus de 2 ou 3 ticks pour savoir si le trade allait fonctionner ou non. Le premier jour où il a essayé d'exécuter son plan, il a très bien réussi à attendre pour le marché pour atteindre son point d'entrée. Cependant, quand il est venu le temps d'exécuter le trade, il n'a pas pu le faire. Il était censé acheter à un niveau de support, et il ne l'a pas fait parce qu'il pensait que ça allait continuer à descendre. Quand le marché n'a pas continué à descendre et a rebondi de 2 et 3 ticks au-dessus de ce qui était son point d'entrée original, il a décidé d'acheter un contrat. À partir de là, il était censé attendre que le marché tourne à nouveau vers le haut pour tester la résistance qui était à 10 ticks au-dessus de son point d'entrée initialement prévu, mais maintenant il n'était qu'à 7 ticks. Au lieu d'attendre que le marché tourne vers son objectif, il est sorti du trade dès qu'il a eu un profit de 2 ticks. Un peu plus tard, lorsque le marché a tourné vers la zone de résistance, il a fait la même chose qu'il avait faite dans le premier trade. Il n'est pas entré à son prix parce qu'il pensait que le marché allait continuer à monter. Ce n'était pas le cas, et il a vendu 3 ticks en dessous de ce qu'il avait initialement prévu et est ensuite sorti pour un profit d'un tick, sans attendre une rotation complète. Quand nous avons parlé de ce qu'il avait fait plus tard ce jour-là, il était extrêmement mécontent de lui-même. Il s'est rendu responsable, mais il n'a pas fait ce qu'il était censé faire. Il n'est pas entré au prix qu'il avait prévu ni sorti là où il l'avait prévu, laissant plusieurs ticks sur la table, pour ainsi dire. C'est un homme très riche qui n'avait qu'à risquer 2 ou 3 ticks au maximum pour découvrir si le trade allait fonctionner et il n'a pas pu le faire. Par ailleurs,
il était si désespéré d'une victoire qu'il ne pouvait pas atteindre son objectif de profit, déclarant qu'il ne pouvait pas tenir bon parce qu'il avait été brûlé trop de fois. Évidemment, son arriéré d'expérience négative n'avait rien à voir avec le comportement du marché ou la probabilité qu'une stratégie particulière fonctionne ou non. Ce qui était encore plus important, cependant, était son manque d'acceptation de son niveau actuel de développement des compétences. Sa colère intense face à sa performance indiquait clairement qu'il ne pouvait pas accepter où il en était tous les résultats que cela produisait. Ce premier jour n'a pas été une expérience positive pour lui, même s'il avait eu son premier jour gagnant depuis longtemps. Son manque d'acceptation de soi ne l'aidera certainement pas à maintenir des trades gagnants à l'avenir. En fait, il s'enfoncera dans un trou plus profond dont il devra finalement sortir s'il veut atteindre le succès qu'il désire. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus confiant dans sa capacité à définir une opportunité avec une forte probabilité de succès. Presque chaque trade qu'il a effectué allait immédiatement en sa faveur, donc il se retrouvait rarement dans un trade perdant. Mais chaque jour devenait également de plus en plus exaspérant car, il ne tenait toujours que pour un profit d'un ou deux ticks, laissant plusieurs ticks sur la table alors que le marché tournait pour tester le niveau suivant de support ou de résistance. Ce qui était encore plus difficile à gérer pour lui, c'était que de nombreuses fois, il avait acheté le bas ou vendu le haut de la journée. Bien sûr, il ne savait pas à l'époque que cela allait être le haut ou le bas de la journée, mais en y repensant, il ne pouvait tout simplement pas accepter le fait qu'il n'en avait tiré qu'un ou deux ticks. Je savais que la pression montait en lui parce que chaque jour, il avait plus d'excuses liées au marché pour expliquer pourquoi il ne faisait pas ce qu'il était censé faire et avait de moins en moins de tolérance à écouter quoi que ce soit que j'avais à dire sur la situation. Toutes ces excuses n'étaient qu'une indication qu'il n'accepterait pas qui il était par rapport à qui il voulait désespérément croire qu'il était déjà. Il s'adonnait manifestement à l'illusion. Être la personne qu'il voulait croire qu'il était déjà nécessiterait qu'il apprenne à être patient, qu'il reconnaisse qui il était maintenant afin qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il devait apprendre et se pardonner pour ce qu'il croyait être ses erreurs et insuffisances passées. Cependant, cela serait très difficile car être impatient avec les autres lui avait toujours permis d'obtenir ce qu'il voulait tant qu'il traitait avec des personnes qui se percevaient comme plus faibles que lui. Alors pourquoi devrait-il apprendre à être patient maintenant ? De plus, s'il était patient avec lui-même, cela rendrait difficile de justifier son attitude impatiente et intolérante envers les autres qui n'apprenaient pas assez vite ou faisaient des erreurs. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant un certain temps et j'ai juste supposé qu'il ne faisait rien de différent. Puis un jour, après la clôture, il a appelé pour me dire qu'il allait commencer à trader une position de 20 contrats. Sinon, rien d'autre dans ce qu'il faisait n'avait changé, sauf qu'il avait plusieurs jours gagnants consécutifs composés de gagnants d'un et deux ticks. Je savais qu'il se préparait à une grosse journée de pertes, bien que je ne lui ai pas indiqué cela lors de notre conversation. Dans son système mental, il raisonnait qu'en tradant une taille de contrat plus grande, il gagnerait assez d'argent pour prouver à lui-même et à tout le monde qu'il était enfin arrivé, qu'il était un trader à succès et qu'il n'était pas une personne soumise à des peurs profondément enracinées. Ne voulant pas faire obstacle au progrès, tout ce que j'ai dit, c'est que je ne pensais pas qu'il était très prudent pour lui de trader une position de 20 contrats, puisqu'il n'avait pas développé les compétences psychologiques ou mécaniques pour gérer une position de cette taille. Il a grogné et a raccroché le téléphone. Le lendemain, il a perdu presque $3000 en tradant des positions de 20 contrats. Il a rendu au marché tous ses profits, plus, de tous ses efforts réussis au cours des 2 dernières semaines et demie de trading. À ce moment-là, il était prêt à écouter un plan sur la façon dont il pourrait apprendre à être plus acceptant envers lui-même et comment s'accrocher à ses trades gagnants. Ce qui suit est un autre exemple d'un trader qui a appris l'acceptation de soi. Ce trader travaille pour une société de courtage locale, gère des positions de couverture pour des institutions financières et trade également pour son propre compte. J'ai commencé à travailler avec lui de manière assez régulière environ 3 ans avant l'expérience que je suis sur le point de relater. Il m'a appelé un jour pour me dire à quel point il était fier d'avoir inversé sa position sur son dernier trade de la journée. Il a dit qu'il avait coupé ses pertes sans hésitation et inversé sa position en passant de court à long. Il était ravi de ne ressentir aucun conflit, résistance ou angoisse mentale reconnut ce qui devait être fait et il l'a fait. Cependant, peu après qu'il ait fait son retournement, l'un des traders de floor, qui travaillait pour la même entreprise remplissant des ordres de clients, l'a appelé depuis le floor avec un conseil amical qu'il devrait sortir de sa position longue. Maintenant, mon client avait résolu depuis longtemps qu'il ne placerait aucune signification sur la perception du marché d'un autre trader.
Il avait une excellente connaissance des marchés et croyait pouvoir faire confiance à sa capacité de définir complètement l'opportunité et de faire des évaluations du potentiel de mouvement du marché. Du moins, il pensait qu'il croyait se faire confiance. Après avoir reçu l'appel téléphonique, il s'est laissé influencer sciemment par ce que ce trader de floor avait à dire et a quitté sa position. Dans les 10 minutes qui ont suivi, le marché a rebondi de 15 ticks, à peu près ce que mon client pensait à l'origine qu'il avait le potentiel de faire lorsqu'il a pris la position. Il a laissé 15 ticks sur la table parce qu'il a laissé un autre trader influencer sa perception du marché. Cependant, il ne considérait pas cette expérience comme une occasion manquée. Il la voyait comme un exemple de la façon dont il n'avait pas, jusqu'à présent, complètement libéré de l'opinion des autres sur le marché. Il n'a pas manqué une occasion parce qu'étant donné les conditions environnementales sous lesquelles il travaillait, il n'était tout simplement pas psychologiquement préparé à tirer parti de l'opportunité. S'il avait été psychologiquement préparé, il serait resté fidèle à son plan initial, réalisant que la perception du marché d'une autre personne ne serait pas plus objective que la sienne. De plus, compte tenu des compétences qu'il avait déjà développées, leur objectivité serait généralement beaucoup moins. À mesure que vous cultivez une croyance plus forte en l'acceptation de soi, vous réaliserez alors comment le marché vous renvoie votre niveau de développement des compétences ainsi que les informations qui indiqueront ce sur quoi vous devez travailler pour devenir de plus en plus réussi. Chaque moment deviendra alors une parfaite indication de vos compétences et de votre degré d'auto-évaluation, vous donnant une base solide à partir de laquelle vous améliorer et apprendre. Vous comprendrez finalement à un niveau très pratique comment vous faites toujours de votre mieux parce que vos résultats seront le résultat de votre profondeur de compréhension de la nature de l'environnement du marché et de votre capacité à agir sur ce que vous percevez. Il n'y aura aucune raison de ne pas accepter ces résultats à mesure que vous augmentez votre compréhension de la façon de vous adapter à un ensemble particulier de conditions environnementales et de réaliser le pouvoir inhérent à cette compréhension. Si vous deviniez cette perfection du moment, vous n'iriez en effet le type d'information dont vous avez besoin pour grandir dans les compétences que vous essayez d'apprendre. Vous ne pouvez pas grandir ou vous développer si vous niez l'existence d'informations environnementales qui indiquent très clairement votre niveau de développement. Ni vous ne pouvez acquérir des compétences efficaces lorsque vous essayez de construire à partir d'une base d'illusion sur la nature de l'environnement et de vous-même. Si vous ne reconnaissez pas votre véritable point de départ, vous ne pouvez pas prendre la prochaine étape la plus appropriée dans le développement de toute compétence que vous avez l'intention d'apprendre. Le composant le plus essentiel dans le processus de transformation est d'apprendre à reconnaître puis à éliminer les croyances qui plaident pour le statu quo, les croyances qui défendent contre l'intrusion d'informations environnementales que vous refusez de considérer, et d'apprendre à lire l'environnement d'une manière qui pointera clairement vers le chemin le plus approprié pour vous réaliser. Merci d'avoir écouté cette deuxième partie de ce livre audio. Cliquez juste sur le lien situé en haut à droite pour la troisième partie du livre. Merci de vous abonner et donner votre avis dans les commentaires pour cette deuxième partie du livre.